À moins d'un an de la prochaine présidentielle, une hypothèse explosive traverse l'analyse de Michel Fize. Si la France entre dans le chaos, Emmanuel Macron pourrait ne plus dire qu'il veut rester, mais qu'il ne peut pas partir. Tout part de son dernier livre, Dans la tête de Macron, un ouvrage présenté comme une plongée dans la psychologie du chef de l'État, mais aussi comme une alerte politique. L'auteur, sociologue et essayiste français, spécialiste de la jeunesse, de la famille et de l'éducation, y défend une idée centrale. Depuis près de 10 ans, Emmanuel Macron agirait moins selon des règles politiques ou diplomatiques classiques que selon les ressorts de sa propre psychologie. Et dans cette lecture, chaque symbole compte. La couverture du livre montre une trépanation, comme si l'on ouvrait le crâne présidentiel pour y voir ce qui s'y joue. On y trouve un trône, une couronne, un dôme de fer, des masques d'acteurs et une partie d'échecs. Autrement dit, le pouvoir, la mise en scène, la guerre, la protection, le théâtre, la stratégie. L'image annonce le cœur du propos. Dans cette tête-là, la politique ne se séparerait jamais totalement du besoin d'occuper le centre de la scène. Ce livre s'inscrit dans la continuité de 2 ouvrages précédents. Il constitue un 3e opus, après notamment Le Roi Brunzing. Michel Fize explique qu'il a voulu synthétiser, approfondir et reprendre plusieurs thèmes déjà développés, mais en ajoutant cette fois une dimension internationale plus marquée. Au centre de cette extension, les relations franco-russes vues à travers Emmanuel Macron. Car, dans son analyse, la Russie n'est pas simplement un dossier diplomatique parmi d'autres. Elle devient un miroir, un défi personnel, peut-être même, selon lui, l'affaire intime du président français. Le point de départ de cette grille de lecture porte un nom, la mégalothymie ou mégalothymia. Michel Fize rappelle que ce concept psychohistorique vient de l'historien américain Francis Fukuyama, auteur de La fin de l'histoire en 1992. Le mot désigne le désir d'un homme de se placer dans une posture de supériorité par rapport à son environnement et à ceux qui l'entourent. Dans une classe, ce serait le besoin d'apparaître comme le premier de la classe. Mais l'auteur insiste sur un détail décisif. Il s'agirait d'une posture. Celui qui se place au-dessus des autres ne serait pas nécessairement convaincu, au fond de lui, de cette supériorité. Derrière l'affichage, Michel Fize voit la trace possible d'un immense complexe d'infériorité, notamment physique, et peut-être d'un complexe de virilité. C'est là que Vladimir Poutine entre dans le récit. Dans cette lecture, le président russe exercerait une forme de fascination, parce qu'il incarne, aux yeux de Michel Fize, une virilité affichée, sportive, dure, associée à une longévité exceptionnelle au pouvoir. Le contraste serait brutal. D'un côté, Emmanuel Macron chercherait la reconnaissance, la centralité, la scène. De l'autre, Vladimir Poutine renverrait l'image d'un pouvoir installé, ancien, physique, assumé. Et c'est précisément ce miroir qui, selon l'auteur, aurait contribué à transformer une tentative de rapprochement en affrontement progressif. Michel Fize pousse plus loin cette analyse psychologique. Il décrit ce qu'il appelle une sorte de salade de fruits mentale, où se mélangeraient mégalothymie, traits psychopathiques, perversion narcissique, paranoïa et autres dysfonctionnements. L'expression choque volontairement. Elle vise à faire comprendre que, selon lui, on ne regarderait pas seulement un style de gouvernement, mais une pathologie politique. Il affirme qu'il existe chez Emmanuel Macron des dysfonctionnements, des insuffisances, des carences, et que ces éléments expliqueraient la cohérence profonde de son action depuis 10 ans. Non pas une cohérence idéologique, non pas une ligne diplomatique stable, mais une dynamique psychologique. La thèse prend une dimension encore plus lourde dans le contexte de juillet 2026, après les derniers sommets européens et l'évolution de la guerre en Ukraine. Michel Fize estime que les événements récents confirment davantage son analyse. Il cite notamment l'épisode sanglant du conflit impliquant Israël, les États-Unis, l'Iran et le Hezbollah. Dans cette séquence, Emmanuel Macron aurait soudainement rencontré ce que l'auteur appelle le principe de réalité. Il aurait compris que cette guerre-là n'était pas la sienne. Qu'il n'était pas assez grand pour se mêler directement à ce grand conflit au Moyen-Orient, et cette prise de distance l'aurait ramené à son idée première, présente selon Michel Fize depuis au moins 2022, la Russie, elle, serait sa guerre potentielle. Depuis 2022, l'auteur voit une trajectoire nette. Emmanuel Macron aurait cherché tous les moyens d'entrer dans la proximité du dirigeant russe. D'abord par la séduction, avec l'invitation au château de Versailles. Puis, lorsque cette stratégie n'a pas produit l'effet attendu, par une escalade verbale. Le ton se serait durci. Les mots seraient devenus menaçants, jusqu'à présenter la Russie comme une menace existentielle pour la France et pour l'Europe. À partir de là, la logique militaire prend le relais. Il faut se préparer, réactiver les budgets militaires, en France comme en Europe, et replacer la défense au cœur de la scène politique. Mais derrière cet argument de sécurité,
Michel Fize perçoit une arrière-pensée plus personnelle, celle d'une seconde vie politique possible à l'échelle européenne. L'auteur reconnaît cependant que cette hypothèse devient plus complexe après une déclaration d'Emmanuel Macron lorsqu'il a affirmé ne pas avoir fait de politique avant 2017 et ne plus vouloir en faire après. Cette phrase ouvre un doute. Signifie-t-elle qu'il souhaite sortir de la politique comme d'un intérêt passager? Si c'est le cas, l'idée d'un passage du roi de France au roi d'Europe s'affaiblit. Mais Michel Fize laisse ouverte une autre possibilité, plus inquiétante. Si la tension avec la Russie s'aggrave, si des provocations se multiplient, Emmanuel Macron pourrait rêver de se poser en Napoléon bis, chef des armées, et même en chef d'état-major de l'Union européenne. Dans ce scénario, l'arme nucléaire française deviendrait un argument de leadership continental. Emmanuel Macron pourrait dire aux Européens, en substance, qu'il reste le seul à disposer d'une force nucléaire totalement indépendante, et donc le seul capable d'incarner la puissance ultime du continent. La coalition des volontaires, à laquelle il tient, servirait alors de cadre, une sorte de triumvirat réunissant la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Plus la perspective d'un conflit avec la Russie se rapprocherait, plus l'idée d'une gouvernance européenne pourrait revenir dans son esprit. Mais Michel Fize nuance, il ne croit pas qu'Emmanuel Macron aime d'abord le pouvoir pour lui-même. Selon lui, ce qui le caractérise surtout, c'est le goût de la centralité. Être au centre, être sur scène, porter les masques, jouer le rôle principal. C'est ici que la frontière entre stratégie de l'État et psychologie du chef de l'État devient presque impossible à tracer. Michel Fize affirme que la dimension politique se trouve absorbée par la dimension psychologique au point d'être écrasée. Il va jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme politique au sens classique. Il n'aimerait ni la classe politique, ni les responsables politiques, ni les partis. Son moteur serait affectif, pulsionnel. À cet égard, il le rapproche de Donald Trump, même s'il juge ce dernier plus primaire dans ses comportements. Pourquoi Emmanuel Macron se serait-il engagé progressivement dans un bras de fer avec Vladimir Poutine? La réponse de Michel Fize tient en un mot, la déception. Le président russe n'aurait pas joué le rôle du miroir narcissique. Emmanuel Macron aurait attendu de lui une reconnaissance, une validation, presque une flatterie. Vous êtes important, vous êtes supérieur, vous comptez dans le monde. Mais Vladimir Poutine, dirigeant expérimenté, ne serait pas tombé dans ce piège. Ni Versailles, ni les gestes de séduction n'auraient suffi. Et pour Michel Fize, les grands dirigeants comme Donald Trump et Vladimir Poutine n'auraient jamais véritablement pris Emmanuel Macron au sérieux. Ils l'auraient vu comme un petit dirigeant de la planète. Une phrase dure, mais centrale dans son raisonnement, car elle transforme la diplomatie en blessure personnelle. La question institutionnelle arrive ensuite, et elle ouvre un autre front. Michel Fize estime que la Ve République favorise une personnalisation extrême du pouvoir. Selon lui, 2027 ne résoudra rien si la France conserve le même système politique. L'annonce des dates de la prochaine présidentielle renforce même ces interrogations. Le premier tour aura lieu le 18 avril et le deuxième tour le 2 mai. Ce calendrier l'interpelle. Le deuxième tour se tiendra le lendemain du 1er mai, grande fête du travail, qui pourrait mobiliser fortement compte tenu du vote du lendemain. Faut-il y voir une simple décision administrative ou une manière d'introduire du désordre? La question reste ouverte et elle touche quelque chose de très français, ce mélange de fatigue démocratique, de méfiance envers le pouvoir et d'attachement profond au moment où la rue rappelle qu'elle existe. Michel Fize s'interroge aussi sur une autre date possible. Pourquoi ne pas avoir choisi le 9 mai pour le second tour? Il avance une hypothèse liée au 8 mai, date où l'on commémore traditionnellement l'armistice de 1945. Peut-être Emmanuel Macron ne voulait-il pas que la veille ou l'avant-veille de l'élection se place sous le signe de cette mémoire. À la place, le 2 mai ouvrirait une autre séquence, potentiellement plus instable, juste après une journée sociale majeure. Là encore, chacun peut sentir le dilemme. Faut-il voir dans ces choix un pur calendrier républicain ou la trace d'un pouvoir qui sait parfaitement ce que les symboles déclenchent? Pour Michel Fize, la Ve République n'a jamais été aussi totalitaire depuis 1958. Il a déjà parlé de dictature constitutionnelle. Il précise qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin d'être un dictateur au sens classique parce que la Constitution lui offre déjà des pouvoirs considérables. Avec une majorité relativement dévouée ou molle, un Premier ministre aligné et un gouvernement qui ne fait pas de vagues, le chef de l'État dispose d'une latitude immense. Mais le prochain président, quel qu'il soit, pourrait se retrouver avec une majorité relative. Si cette majorité relative est faible, gouverner deviendra très compliqué.
Si elle est forte, et si le vainqueur appartient au Rassemblement national, des alliances pourraient peut-être se trouver du côté des Républicains. Mais sans majorité solide, le système, construit autour du fait majoritaire, risque de prolonger les blocages. Le moment le plus sensible pourrait se jouer entre le second tour et la proclamation officielle des résultats. Michel Fize rappelle que, depuis 2001, le Conseil constitutionnel dispose de 10 jours pour proclamer les résultats. 10 jours. Dans une démocratie apaisée, cela semble technique. Dans une période de tension, cela peut devenir immense. 10 jours pendant lesquels le président sortant reste président tant que son successeur n'a pas été officiellement installé. Avec Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, que Michel Fize juge très macroniste, l'auteur imagine que les choses pourraient traîner. Et dans ce délai, beaucoup pourrait se passer. Il évoque des désordres dans la rue, peut-être dès le soir du 2 mai. Il évoque aussi une provocation vis-à-vis de la Russie. Par exemple, l'annonce de drones russes au-dessus de la base de l'île Longue, avec toute la difficulté de vérifier totalement l'origine de tels objets. Ce type d'événement pourrait, selon lui, créer les conditions pour déclencher des mécanismes d'exception. Il cite l'article 16, qui donne les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. Il mentionne aussi l'état d'alerte de sécurité nationale prévu dans le projet de loi de programmation militaire qui permettrait pendant 2 mois de prendre un certain nombre de décisions sans les contrôles habituels. Mais pour lui, l'article 16 reste le levier le plus décisif, parce qu'il concentre tous les pouvoirs et ne fixe pas de limite de durée. Il explique qu'il croyait encore, quelques semaines plus tôt, qu'Emmanuel Macron ne voulait pas partir et qu'il pourrait faire certaines choses pour rester en place. Mais il envisage maintenant une autre formulation, plus forte. Non pas « je veux rester », mais « je ne peux pas partir ». À cause des désordres, à cause des menaces à l'Est, à cause d'une situation que le pouvoir présenterait comme trop grave pour permettre une transition normale. C'est un scénario, une hypothèse. Mais il suffit de l'entendre pour mesurer la fragilité d'une période où les institutions, la rue, la guerre et la psychologie du pouvoir pourraient se croiser. Les 10 mois à venir apparaissent donc dans son analyse comme une période passionnante et dangereuse. Rien ne garantit même que les candidats d'aujourd'hui seront ceux que l'on retrouvera officiellement dans la course l'année prochaine. Michel Fize rappelle que les empêchements ne sont pas seulement politiques, ils peuvent aussi être judiciaires. Il cite la question de l'utilisation de fonds européens, remise dans le débat en lien avec Jordan Bardella. Là encore, la campagne ne se jouerait pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans les procédures, les validations, les exclusions possibles. Dans la dernière phase du second quinquennat, Michel Fize voit 2 constantes qui confirment son livre. La première, la posture mégalotimiaque d'affichage de supériorité. La seconde, l'obsession russe. Selon lui, Emmanuel Macron reste obsédé par Vladimir Poutine, peut-être parce que ce dernier lui renvoie l'image de l'homme politique qu'il aurait voulu être sans jamais l'être. Un homme installé dans la durée. Un homme dont la longévité au pouvoir dépasse largement celle du président français. L'auteur résume la période par une formule. Seul l'imprévisible est prévisible. Autrement dit, les prochains mois pourraient dépendre moins d'un plan préparé que du poids des événements et des circonstances. Emmanuel Macron, qui revendique souvent le pragmatisme, pourrait être poussé à faire des choses qu'il n'avait pas prévues. La période pourrait être une période de souffrance pour la vie politique française, mais aussi un moment d'analyse exceptionnel. Au bout de ce diagnostic, Michel Fize adresse une alerte plus large aux Français. Il pense que le macronisme aura probablement été une parenthèse de l'histoire. Quel que soit le verdict des urnes, la France pourrait revenir à un fonctionnement moins mégalotimiaque. Mais cela ne suffira pas. Selon lui, il faut faire émerger le nouveau monde qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 sans jamais le réaliser. Il faut que les Français apprennent à ne pas se laisser faire. Rien n'est définitif. Il reste toujours possible d'agir. Et c'est peut-être là que son message devient le plus lourd de conséquences. Au-delà des problèmes économiques et financiers, il juge urgent de changer les institutions. Pas comme une réforme de plus, comme une nécessité vitale. Parce que, dans son regard, la démocratie française a perdu son lustre d'antan. Et si la prochaine crise ne venait pas seulement de la rue, ni seulement de Moscou, ni seulement des urnes, mais de la manière dont le pouvoir lui-même peut se concentrer entre les mains d'un seul homme, alors la vraie question devient impossible à éviter. Face à un système qui donne déjà presque tout au président, jusqu'où une démocratie peut-elle tenir sans se réinventer ?